Je me souviens encore du moment exact où tout a changé. La réception de mariage de ma cousine, Tara, battait son plein, les verres en cristal tintant, alors que les parents se regroupaient en petits groupes, échangeant des histoires de succès et de réussite. J'étais assise seule à la table 11, la plus éloignée des mariés, sirotant mon eau pétillante. Ce n'est qu'une décrocheuse universitaire, a chuchoté ma tante, assez fort pour que je l'entende, sans même essayer de cacher sa déception. J'ai souri, crispé, habitué à être l'échec de la famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans 3 semaines, je les affronterai tous de nouveau, mais dans un tribunal fédéral. Le procureur se lèverait, s'éclaircirait la gorge, et annoncerait « La cour appelle l'adjointe au marshal des États-Unis, Bellini », et le visage de mon oncle deviendrait blanc comme un linge, lorsqu'il réaliserait que la nièce qu'il avait méprisée pendant des années était celle qui avait monté le dossier qui l'enverrait en prison. Grandir en tant qu'Anaï Martinez, dans une famille de surdoués, n'a pas été facile. La modeste maison de mes parents, dans la banlieue de Boston, était constamment remplie d'histoires sur les réussites de mes cousins. Les dîners du dimanche se transformaient en vitrines compétitives, où les parents exhibaient les réalisations de leurs enfants, comme des pur sang primés. Jason vient d'être accepté à la faculté de médecine de Harvard, annonçait tante Diane en rayonnant sur son fils. Eh bien, Emily a reçu une bourse complète pour la faculté de droit de Columbia, rétorquait l'oncle Greg en tapotant l'épaule de sa fille. Et puis il y avait l'oncle 3, le frère aîné de mon père, grand, imposant, et perpétuellement vêtu de costumes sur mesure avec des boutons de manchette en or, qui captait la lumière chaque fois qu'il faisait un geste, ce qui était souvent. En tant que promoteur immobilier prospère, qui possédait la moitié des propriétés du front de mer de Boston, il était le patriarche tacite de notre famille. Celui que tout le monde essayait d'impressionner. Celui dont l'approbation déterminait votre valeur lors des réunions de famille. Tes cousins se préparent pour la vie, m'a dit l'oncle 3 le jour de mes 16 ans, alors que je savourais encore la joie d'avoir réussi mon permis de conduire. Quels sont tes projets, Anaï? Tu n'es pas vraiment la première de ta classe, n'est-ce pas? La vérité, c'est que l'école avait toujours été une lutte. Les mots s'en mêlaient sur la page, les chiffres se transposaient, et peu importe le nombre d'heures que j'étudiais, l'information refusait de rester. Mes parents m'ont emmené voir des spécialistes. Mais au début des années 2000, les troubles d'apprentissage n'étaient pas aussi bien compris, surtout dans des familles comme la mienne, où les difficultés scolaires étaient considérées comme des défauts de caractère, plutôt que comme des différences neurologiques. Elles ne s'appliquent tout simplement pas, ai-je entendu mon père dire à l'oncle 3 un jour. Si elle travaillait aussi dur que Tara ou Jason, elle aurait aussi des A, mais je travaillais dur, 2 fois plus dur que mes cousins, qui passaient facilement les cours avancés tout en maintenant une vie sociale active. Je passais mes vendredis soirs avec des manuels, pendant qu'ils allaient à des fêtes. Je me réveillais à 4 heures du matin pour réviser mes notes avant les examens. Rien n'y faisait. Mes parents m'aimaient, je le savais. Mais leur amour était enveloppé de déception et d'inquiétude. Chaque bulletin de notes ramenait la même conversation. Nous savons que tu peux faire mieux, Anaï, disait doucement ma mère. Regarde à quel point ta cousine Tara s'en sort bien avec ses candidatures à l'université. Tara, la parfaite Tara, avec ses notes parfaites et son sourire parfait. Elle n'avait que 6 mois de plus que moi, mais semblait exister dans une autre dimension de réussite et de reconnaissance. Pendant qu'elle collectionnait les récompenses académiques et les distinctions parascolaires, je me battais discrètement chaque jour d'école, célébrant de petites victoires, comme comprendre enfin un concept de chimie, ou finir un devoir de maths sans erreur. Par miracle, et grâce à une dissertation personnelle bien écrite sur la persévérance, j'ai été accepté dans une université d'État. Ma famille a réagi comme si j'avais été admise par erreur administrative, plutôt que par mérite. Eh bien, ce n'est pas l'université de Pennsylvanie comme Tara, a dit l'oncle 3 à ma fête de fin d'études, mais je suppose que c'est quelque chose. L'important, c'est que tu finisses, contrairement au frère de ton père, Gary. Voilà un exemple à ne pas suivre. L'oncle Gary, l'autre déception de la famille, avait abandonné l'université pour créer une entreprise qui a fait une faillite spectaculaire. Maintenant, il vivait en Arizona et n'était pas invité aux fonctions familiales. Je me suis promis de ne pas finir comme lui. Mais l'université s'est avérée encore plus difficile que le lycée. L'indépendance dans laquelle mes cousins s'épanouissaient est devenue ma perte académique. Sans l'environnement structuré et la surveillance parentale, j'ai pataugé. Mes notes ont chuté de manière vertigineuse, et les prêts étudiants se sont accumulés, alors que je redoublais les cours que j'avais échoués.
Après 2 ans de ce schéma, assise dans le bureau de mon conseiller, face à un autre semestre de probation, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je crois que je dois abandonner, ai-je dit, les mots me semblant être des pierres dans la bouche. Mon conseiller a semblé soulagé. Parfois, l'université n'est pas pour tout le monde, Anaï. Il y a d'autres chemins vers le succès. Mais pas dans ma famille. Quand je l'ai dit à mes parents, ma mère a pleuré, et mon père s'est retiré en silence dans son bureau. La nouvelle s'est répandue dans la famille comme une traînée de poudre, et la pitié était presque pire que le jugement. Le point le plus bas est arrivé à la fête du 70e anniversaire de mon grand-père. Tout le monde était là, y compris les cousins rentrés de leur prestigieuse université pour le week-end. Je travaillais comme barista depuis 3 mois, et on venait de me refuser une promotion au poste de superviseur d'équipe. L'oncle 3 m'a acculé près de la table des desserts, le bourbon lui déliant la langue. « Tu sais quel est ton problème, Anaï ? Pas de cran. La vie est devenue un peu difficile, et tu as juste abandonné. Ton grand-père a cumulé 3 emplois pour que ton père puisse aller à l'université, et c'est comme ça que tu honores ce sacrifice ? En abandonnant ? Tu es une déception pour toute cette famille. » Je me suis réfugié dans les toilettes, les larmes coulant sur mon visage, et j'y suis resté jusqu'à ce que ma mère frappe doucement à la porte pour me dire qu'il coupait le gâteau. Quand je suis sorti, les yeux rouges et humiliés, tout le monde a fait semblant de ne pas le remarquer, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses pires. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement que je partageais avec 2 autres filles, toutes 2 étudiantes dans mon ancienne université. Alors que je m'effondrais sur mon lit, prête à sombrer dans une spirale d'apitoiement, ma colocataire, Jess, a fait irruption dans ma chambre. Quelqu'un a volé l'argent du loyer. 300 $ en espèces ont disparu de l'enveloppe dans le tiroir de mon bureau. Je me suis redressé, oubliant momentanément mes propres problèmes. Quoi ? Quand ? Je ne sais pas. J'ai récupéré l'argent de tout le monde vendredi, mais maintenant, il a disparu. Le propriétaire vient demain, et on va être en retard. Il va nous facturer ces 100 $ de frais qu'on ne peut pas se permettre. Qui est venu depuis vendredi ? Ai-je demandé, un calme étrange s'installant en moi. Jess avait l'air confuse par ma question. Juste nous, et Lisa avait ce groupe d'études hier, mais ils sont restés dans le salon. Et le nouveau petit ami de Lisa. Celui avec la moto. Les yeux de Jess se sont écarquillés. Il était là pendant que j'étais en cours, mais Lisa était avec lui tout le temps. Sauf quand elle a pris une douche. Son visage s'est affaissé. Tu penses qu'il l'a pris ? Laisse-moi voir ta chambre, ai-je dit soudainement, concentré d'une manière que j'avais rarement connue avec les travaux scolaires. J'ai examiné le bureau de Jess, remarquant des détails que d'autres auraient pu manquer, le tiroir légèrement entrouvert qu'elle insistait pour toujours fermer complètement, la trace de poussière perturbée sur ses manuels, les faibles empreintes digitales sur la boîte laquée où elle avait initialement caché l'argent avant de le déplacer dans l'enveloppe. Est-ce que Lisa a mentionné où ils allaient ce soir, ai-je demandé. Un nouveau club en ville. Pourquoi ? 2 heures plus tard, nous étions devant le club alors que le petit ami de Lisa sortait en riant avec des amis. Je me suis approché de lui directement, calme et certaine. Tu as pris notre argent du loyer, ai-je dit, non pas comme une question, mais comme une affirmation. 300 $ du tiroir du bureau de Jess, pendant que Lisa était sous la douche. Son visage la trahit instantanément, ses yeux s'écarquillant avant de se plisser en signe de défense. Tu es folle. Tu n'as aucune preuve. En fait, si. Le barman à l'intérieur a confirmé que tu as payé une tournée de boissons avec 6 billets de 50 $. Une coïncidence intéressante pour un gars que Lisa dit toujours fauché. Rends l'argent maintenant, ou on appelle la police. La menace a fonctionné. Il a sorti son portefeuille, a rendu l'argent restant, et a rapidement disparu dans la nuit. Lisa a rompu avec lui le lendemain. Comment savais-tu, m'a demandé Jess plus tard. Comment as-tu tout reconstitué si vite ? Je n'avais pas de réponse alors. Je savais seulement que, pour la première fois depuis des années, je m'étais sentie compétente. Plus que compétente, je m'étais sentie la personne la plus intelligente de la pièce. La sensation était si étrangère, si inattendue, qu'il m'a fallu des jours pour la reconnaître comme de la confiance. Après l'incident de l'argent du loyer, quelque chose a changé dans ma perception de moi-même. J'ai commencé à remarquer des schémas et des détails que d'autres manquaient. Quand des objets disparaissaient dans l'appartement, mes colocataires venaient me voir.
Quand des amis ne se souvenaient plus où ils avaient laissé leurs clés ou leur téléphone, c'est moi qui pouvais retracer mentalement leurs pas et localiser les objets manquants. Tu devrais être détective ou quelque chose comme ça, a plaisanté Jess après que je l'ai aidé à reconstituer toute une soirée pour retrouver sa carte d'identité perdue. J'ai ri, mais le commentaire est resté dans mon esprit, alors que je passais d'un petit boulot à l'autre, barista, vendeuse, réceptionniste. Rien ne tenait. Rien ne me convenait. Chaque poste m'ennuyait à mourir, ou me submergeait avec le mauvais type de défi. La déception de ma famille est devenue un bourdonnement de fond que j'essayais d'ignorer. 6 mois après avoir abandonné, j'ai déménagé dans un appartement moins cher, dans un autre quartier. Mon nouveau voisin, Marcus, était un policier à la retraite d'une 60aine d'années, qui s'asseyait souvent sur le perron de notre immeuble, saluant tous ceux qui passaient. « Bonjour, Anaï », criait-il alors que je partais pour mon service au restaurant où je travaillais comme serveuse depuis 3 semaines. Belle journée pour résoudre des mystères, n'est-ce pas? C'est devenu notre blague. Après que je l'ai aidé à découvrir qui volait les journaux dans le hall de l'immeuble, grâce à des conversations informelles autour de plats à emporter partagés, Marcus est devenu la première personne qui ne m'a pas fait me sentir comme un échec. Tu sais, a-t-il dit un soir, alors que nous étions assis sur le perron à regarder le coucher du soleil, tu me rappelles mon ancienne partenaire. Des yeux vifs, doués avec les gens, remarque des choses que les autres ne voient pas. C'était la meilleure détective avec qui j'ai jamais travaillé. J'ai souri, flatté, mais sceptique. C'est gentil de votre part, mais je n'ai même pas réussi à finir l'université. Marcus a reniflé. L'université? Je connais des officiers brillants qui n'ont jamais mis les pieds dans une université, et des idiots avec des maîtrises. L'intelligence scolaire et l'intelligence de la rue, ce sont 2 choses différentes. Essayez de dire ça à ma famille, ai-je marmonné. Ta famille ne détermine pas ta valeur, ma petite. Toi seul le fais. Il a pris une gorgée de son thé glacé. Tu as déjà pensé à faire carrière dans les forces de l'ordre? J'ai ri. Moi? J'ai à peine du mal à organiser mon tiroir à chaussettes. Ce n'est pas ce que je vois, a-t-il dit sérieusement. Je vois quelqu'un qui observe, qui relie les points, qui comprend le comportement humain. Des instincts d'enquêteur naturel. Ça ne s'apprend pas, la conversation m'est restée en tête pendant des jours. J'ai commencé à faire des recherches sur les carrières dans les forces de l'ordre, quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Policier, agent du FBI, garde-parc, agent des douanes. Il y avait tant de possibilités, au-delà du chemin étroit que ma famille avait défini comme le succès. Une annonce a attiré mon attention, le service des marshals des États-Unis, la plus ancienne agence fédérale d'application de la loi, responsable des opérations de recherche de fugitifs, de la sécurité des témoins, du transport de prisonniers, et plus encore. Pas de diplôme universitaire requis, juste des tests et une formation rigoureux. J'en ai parlé à Marcus lors de notre prochaine session sur le perron. Les marshals? Il a hoché la tête avec approbation. C'est difficile d'y entrer, mais ça en vaut la peine. Ils font du vrai travail, pas seulement de la paperasse. Je connais un gars qui a pris sa retraite de là-bas. Tu veux que je te le présente? L'ami de Marcus, Glenn, avait servi 20 ans avec les marshals avant de prendre sa retraite. Autour d'un café dans un restaurant local, il a répondu à mes questions et a partagé des histoires qui ont fait battre mon cœur d'excitation. Pour la première fois, je pouvais imaginer un avenir qui m'énergisait plutôt que de me terrifier. Le processus de candidature est brutal, a prévenu Glenn. Des tests physiques qui vous pousseront à vos limites, des vérifications d'antécédents qui remontent à la maternelle, des entretiens conçus pour vous briser. Et si vous réussissez tout ça, alors vient la formation à Glencoe. Beaucoup n'y arrivent pas, je suis habitué à échouer, ai-je dit avec ironie. Glenn m'a étudié, pensif. Ça ne ressemble pas à un échec pour moi. On dirait que tu t'es mesuré avec la mauvaise règle. Avec les conseils de Glenn et les encouragements de Marcus, j'ai préparé ma candidature. J'ai commencé à courir tous les matins, j'ai ajouté de la musculation, et j'ai passé des tests d'entraînement en ligne. Glenn m'a présenté à d'autres anciens collègues, qui m'ont aidé à comprendre ce que le service recherchait chez les candidats. Quand j'ai parlé de mon projet à mes parents, ils ont échangé des regards inquiets. Les forces de l'ordre, c'est dangereux, Anaï, et compétitif. Es-tu sûr que tu ne te prépares pas à une autre déception? Peut-être, ai-je admis, mais je dois essayer. À la surprise générale, et surtout à la mienne, j'ai réussi les évaluations initiales,
puis le test de conditions physiques, puis l'entretien avec le jury. Chaque obstacle franchi me donnait confiance pour le suivant. L'enquête sur mes antécédents a été approfondie, comme Glenn l'avait prévenu. Les enquêteurs ont interrogé mes anciens professeurs, employeurs et voisins. Quand un enquêteur a contacté ma famille, l'oncle 3 a immédiatement appelé mes parents. Un agent fédéral a posé des questions sur Anaï, a-t-il rapporté, inquiet et confus. Dans quel genre de problème est-elle? Quand ma mère a expliqué que je postulais au service des marshals, le silence à l'autre bout du fil en disait long. Finalement, l'oncle 3 s'est éclairci la gorge. Eh bien, je suppose qu'il n'y a rien de mal avec la fonction publique, a-t-il dit diplomatiquement. Les avantages sont bons, au moins. J'ai été accepté à la formation de base, au centre de formation des forces de l'ordre fédéral à Glencoe, en Géorgie. Pour la première fois de ma vie, mes difficultés d'apprentissage n'étaient pas des obstacles. C'étaient des avantages. L'entraînement tactique, les scénarios pratiques et l'apprentissage par la pratique convenaient parfaitement à mon cerveau. Tandis que d'autres stagiaires avaient du mal à retenir les codes et les règlements, je les absorbais sans effort. L'entraînement physique, qui épuisait les autres, m'énergisait. Les instructeurs, qui au début étaient sceptiques quant à ma petite taille et à mon attitude discrète, ont rapidement reconnu ma détermination et mes capacités uniques. Martinez, a dit mon instructeur de tactique défensive après que j'ai réussi à maîtriser un stagiaire masculin 2 fois plus grand que moi, vous avez un don pour lire le langage corporel. Vous anticipez les mouvements avant qu'ils ne se produisent. L'entraînement au tir a révélé une autre surprise. J'avais des capacités de tireuse d'élite naturelle. Ma conscience spatiale et ma concentration, des handicaps dans les salles de classe traditionnelles, sont devenus des forces sur le champ de tir. Certaines personnes s'entraînent pendant des années pour tirer comme ça, a commenté mon instructeur de tir après avoir examiné mes scores de qualification. C'est comme si vous étiez né pour ça. Pendant 17 semaines intenses, j'ai vécu et respiré l'entraînement des marshals. Je me suis fait des amis qui me respectaient pour mes capacités, plutôt que pour mes relations familiales. J'ai découvert des parties de moi-même qui étaient en sommeil, ou qui avaient été rejetées. Le jour de la remise des diplômes, Marcus et mes parents étaient dans le public. Mon père a pleuré quand j'ai reçu mon insigne et mes accréditations, bien qu'il ait essayé de le cacher derrière un mouchoir. Nous sommes fiers de toi, a chuchoté ma mère quand je les ai rejoints après la cérémonie, toujours dans mon uniforme de cérémonie. Je suis désolé que nous ayons jamais douté de toi. Alors que je me préparais pour ma première affectation, au bureau de Boston, j'ai pris une décision. Professionnellement, j'utiliserai le nom de jeune fille de ma mère, Bellini. En partie pour des raisons de sécurité, les marshals travaillent souvent sous couverture mais surtout pour un nouveau départ. Anaï Bellini serait connue pour ses propres réalisations, et non mesurée à l'aune du succès de la famille Martinez. Je n'ai parlé de cette décision qu'à mes parents. Au reste de la famille, j'ai simplement dit que j'avais trouvé un emploi gouvernemental dans les forces de l'ordre. Ils ont supposé que c'était quelque chose d'administratif et sans importance, et je ne les ai pas corrigés. Au moins, elle a un emploi, ai-je entendu l'oncle 3 dire à mon père lors d'un dîner de famille. C'est déjà ça. Aucun de nous ne savait alors que, 3 ans plus tard, nos chemins se croiseraient de nouveau, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Alors que je m'installais dans mon rôle au sein du service des marshals, me concentrant sur l'arrestation des fugitifs, une autre enquête prenait lentement de l'ampleur, une qui mènerait finalement directement à la porte de l'oncle 3. Les 3 premières années au sein du service des marshals des États-Unis m'ont complètement transformé. J'ai commencé dans la recherche de fugitifs, traquant ceux qui avaient fui pour échapper à la justice. Ma première affaire concernait un homme en liberté sous caution, qui avait quitté la ville avant son procès pour vol à main armée. Il a de la famille dans le Vermont, m'a dit mon partenaire principal, Jacques, en examinant le dossier. Il se cache probablement là-bas. Sa famille, c'est trop évident, ai-je rétorqué en étudiant l'historique du fugitif. Regardez ses relevés de téléphone portable. Il a appelé ce numéro dans le New Hampshire 10 fois, la semaine avant sa disparition. Jacques était sceptique, mais il a suivi mon intuition. 3 jours plus tard, nous avons appréhendé le fugitif dans un chalet, enregistré au nom du frère de son ex-petite amie, dans les montagnes blanches. Jacques n'a plus jamais remis en question mes instincts. J'ai rapidement acquis la réputation de trouver des gens qui ne voulaient pas être trouvés. Mes collègues appelaient ça de la chance, mais c'était de l'observation et de la reconnaissance de schémas.
Les mêmes compétences qui m'avaient fait défaut dans les milieux universitaires traditionnels me rendaient maintenant exceptionnel dans mon travail. Bellini voit ce que les autres manquent est devenu un refrain courant au bureau de Boston. Mon taux de réussite a attiré l'attention de la haute direction. Après 2 ans de travail sur le terrain, j'ai été promu et affecté à une unité spéciale, axée sur les fugitifs de haut vol et les criminels en col blanc. La chef des marshals, Reynolds, une femme sévère d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux lunettes de lecture perpétuellement perchées sur son nez, est devenue ma nouvelle superviseure et mentor. Elle avait brisé les barrières en tant que l'une des premières femmes adjointes au Marshal au bureau de Boston, et ne tolérait pas les imbéciles. « Votre dossier est impressionnant, Bellini », a-t-elle dit lors de notre première réunion, en examinant mon dossier. Mais cette unité spéciale s'occupe d'affaires complexes avec des cibles sophistiquées. Ce ne sont pas des criminels de rue. Ils sont éduqués, riches et bien connectés. Ils se cachent derrière des avocats et des comptes offshore, pas dans des cabanes dans les bois. J'ai hoché la tête, acceptant le défi. Je comprends, chef. On verra, a-t-elle répondu, sans méchanceté. Votre première mission est l'affaire Harrington. Familiarisez-vous avec elle d'ici demain matin. L'affaire Harrington concernait un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, qui avait détourné des millions de dollars de comptes clients avant de disparaître. J'ai passé la nuit à examiner les états financiers, les registres de propriété et l'historique personnel. Le lendemain matin, j'ai présenté mon évaluation à la chef Reynolds. Il n'est pas en Thaïlande comme tout le monde le suppose. Les transferts internationaux étaient une diversion. Il est toujours dans le pays, probablement à Seattle. Reynolds a haussé un sourcil. Cela contredit 6 mois d'enquête. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Sa fille souffre d'un asthme sévère. Il a une ordonnance pour ses médicaments spécialisés, renouvelés chaque mois dans une pharmacie de Bellevue, dans l'État de Washington, au nom de jeune fille de sa femme. Ils y ont déménagé 3 semaines avant sa disparition. 2 jours plus tard, nous avons arrêté Harrington alors qu'il récupérait les médicaments de sa fille. Reynolds n'a pas dit grand-chose à notre retour à Boston, elle a juste hoché la tête et a dit « Bon travail, Bellini ». Qu'avez-vous d'autre? Sous la direction de Reynolds, je me suis attaqué à des affaires de plus en plus complexes, apprenant les subtilités des crimes financiers et développant des sources dans les domaines de la banque, de l'immobilier et de la finance internationale. Ma promotion au grade d'adjointe au Marshal des États-Unis à part entière est intervenue après que j'ai retrouvé un escroc notoire, qui avait échappé à la capture pendant plus de 5 ans. Tout au long de cette croissance professionnelle, j'ai maintenu un contact minimal avec ma famille élargie. Je rendais visite à mes parents régulièrement, mais j'évitais les réunions de famille où je devrais faire face à l'oncle 3 et aux cousins qui m'avaient autrefois fait me sentir si inférieur. Mes parents comprenaient et respectaient mes limites, fiers de mon succès, mais acceptant de garder les détails privés, à ma demande. Ton oncle a demandé de tes nouvelles la semaine dernière, a mentionné ma mère lors d'un dîner du dimanche. Tara se marie au printemps. Ils veulent t'envoyer une invitation. Je me suis tendu. Dois-je y aller? Mon père a tendu la main sur la table pour me serrer la mienne. Non, ma chérie. Mais peut-être qu'il est temps de leur montrer qui tu es devenu. J'ai réfléchi à ces paroles. Une partie de moi voulait entrer dans ce mariage en tant qu'adjointe au Marshal Bellini, pour voir le choc sur leur visage. Mais une autre partie, celle qui avait gagné en confiance et en sécurité dans son identité, n'avait plus besoin de leur validation. J'y réfléchirai, ai-je promis. L'invitation est arrivée 1 mois plus tard, adressée à Mademoiselle Anaï Martinez à mon appartement. Du papier cartonné doré en relief annonçait l'union de Tara Martinez et Bradley Wilson à l'église Sainte-Cécile, suivie d'une réception au Fairmont Copley Plaza. Du pur Tara, traditionnel, élégant et cher. J'ai mis l'invitation de côté, indécise, et j'ai tourné mon attention vers une nouvelle pile de dossiers que Reynolds m'avait assignés. Un dossier particulier a attiré mon attention, une enquête multi-agence sur le blanchiment d'argent par le biais de projets immobiliers à Boston. La liste des principaux suspects comprenait plusieurs promoteurs importants et des liens potentiels avec le crime organisé. En feuilletant les rapports préliminaires, un nom familier m'a sauté aux yeux, 3 Martinez Développement. J'ai fixé la page, certaine d'avoir mal lu, mais c'était bien là, l'entreprise de mon oncle, répertoriée comme une entreprise d'intérêt dans une enquête fédérale sur le blanchiment d'argent. Ma main a légèrement tremblé en tournant la page suivante, qui comprenait une photo de l'oncle 3 serrant la main d'Anthony Visalo, un associé connu de la famille criminelle Castiglione. L'horodatage indiquait que l'image avait été capturée 3 mois plus tôt,
lors d'un gala de charité. J'ai fermé le dossier, le cœur battant. Ça devait être une erreur. L'oncle 3 était arrogant et critique, mais un criminel. Je n'arrivais pas à envisager cette possibilité. Le lendemain matin, j'ai demandé une réunion privée avec la chef Reynolds. Il y a quelque chose que je dois divulguer, ai-je dit en fermant la porte de son bureau. L'enquête sur l'immobilier Martinez. 3 Martinez et mon oncle. L'expression de Reynolds est restée neutre, mais ses yeux se sont aiguisés. Je vois. Et vous ne le mentionnez que maintenant? Parce que je viens de voir le dossier hier. Nous ne sommes pas proches. Je ne lui ai pas parlé depuis plus de 3 ans. J'ai hésité. L'enquête est-elle sérieuse, ou est-il simplement en périphérie? C'est une information classifiée, adjointe, a dit fermement Reynolds, ce que vous sauriez si vous étiez affecté à l'affaire, ce que vous ne pouvez plus être maintenant. Je comprends, ai-je dit rapidement. Je ne demande pas à être impliqué. Je voulais juste divulguer le lien. Reynolds m'a étudié attentivement. Votre intégrité est notée, Bellini, mais cela nous met dans une position délicate. L'enquête n'en est qu'à ses débuts. Il se peut que rien n'en sorte. Elle a fait une pause. Cependant, votre connaissance de la famille pourrait potentiellement être utile, à titre strictement informatif. Tout ce dont vous avez besoin, les jeux assurés. Ma loyauté va au service des Marshall. Espérons que nous n'aurons pas à la tester, a-t-elle répondu. Pour l'instant, cette conversation reste entre nous. Continuez avec vos autres affaires, mais soyez disponible si l'équipe a besoin d'informations contextuelles. J'ai hoché la tête, soulagé d'avoir divulgué le lien, mais troublé par les implications. En retournant à mon bureau, j'ai jeté un coup d'œil à l'invitation de mariage de Tara, qui dépassait d'une pile de dossiers. Le mariage était dans 6 semaines. Sur une décision soudaine, j'ai sorti la carte de réponse et j'ai coché « sera présente ». Si l'oncle 3 était impliqué dans quelque chose d'illégal, peut-être que le mariage me donnerait un aperçu de ce qui se passait avec lui et son entreprise. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est à quel point mes mondes personnels et professionnels étaient sur le point de s'entremêler, ou que ma décision d'assister à ce mariage déclencherait une chaîne d'événements qui changerait ma famille pour toujours. L'enquête sur 3 Martinez Développement s'est poursuivie discrètement au cours des semaines suivantes. Bien qu'officiellement retiré de l'affaire, je répondais de temps en temps à des questions de fond de l'équipe d'enquête. Caractériseriez-vous votre oncle comme étant à pas accent graveleuil avec sa richesse? A-t-il voyagé fréquemment à l'étranger? Son entreprise s'est-elle développée de manière inhabituellement rapide à un moment donné? J'ai répondu honnêtement, en maintenant un détachement professionnel tout en fournissant un contexte que seul un membre de la famille connaîtrait. Chaque question augmentait mon malaise quant à ce qu'il pourrait découvrir. Pendant ce temps, le mariage de Tara approchait. J'ai fait une folie pour une robe bleu marine qui mettait subtilement en valeur ma carrure athlétique, un témoignage physique de combien j'avais changé depuis la dernière fois que la famille m'avait vu. Je me suis également fait coiffer par un professionnel, la première fois que je le faisais depuis des années. En m'habillant pour la cérémonie, je me suis rappelé que j'y assistais en tant que Anaï Martinez, la nièce éloignée, et non en tant que adjointe au Marshall Bellini. J'ai glissé mon insigne et mes accréditations dans une poche cachée de mon sac à main, une habitude que je ne pouvais pas rompre, et je me suis dirigé vers l'église. Sainte-Cécile était bondée de membres de la famille et de l'élite de Boston, les bancs ornés d'arrangements floraux blancs élaborés. Je me suis glissé dans un siège à l'arrière, saluant poliment de la tête des parents éloignés qui me regardaient à 2 fois en me reconnaissant. La cérémonie a été, comme on pouvait s'y attendre, parfaite. Tara a descendu l'allée dans une robe de créateur, son mari diplômé de Harvard rayonnant à son approche. Les vœux ont été échangés, les alliances présentées, et finalement, les jeunes mariés sont sortis sous un tonnerre d'applaudissements. À la réception, j'étais assise à la table 11, loin des tables familiales principales, un rappel pas si subtil de mon statut. J'ai fait la conversation avec des cousins éloignés et des amis de la mariée qui n'avaient clairement aucune idée de qui j'étais. « Et comment connaissez-vous Tara » a demandé une femme dans une robe rouge coûteuse. « Nous avons grandi ensemble » ai-je répondu vaguement. « De la famille. » Après le dîner et les discours, je me suis dirigé vers le bar pour une autre eau pétillante. L'oncle 3 tenait salon à proximité, entouré d'invités admiratifs. Il avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu, plus de gris à ses tempes, des rides plus profondes autour de ses yeux, mais sa présence imposante restait inchangée. Il m'a repéré alors que je me tournais pour partir. « Anaï ? C'est toi ?» J'ai forcé un sourire.
Bonjour, oncle 3. Eh bien, regarde-toi, a-t-il dit, les yeux s'écarquillant légèrement en observant mon apparence. Tu as l'air en forme. Que fais-tu de tes journées? Ton père a mentionné quelque chose à propos d'un travail au gouvernement. Un poste administratif, ai-je dit avec une vague étudiée. Rien d'excitant. La fonction publique a ses mérites, a-t-il répondu avec condescendance. Stabilité, avantages, horaires raisonnables. Tout le monde n'est pas fait pour les carrières à haute pression. J'ai réprimé une réplique sur la pression de traquer des fugitifs armés dans des bâtiments abandonnés. Ça me convient. Bien, bien, a-t-il hoché la tête, perdant déjà tout intérêt. Oh, voilà le sénateur Mitchell. Je dois aller le saluer. Prends soin de toi, Anaï. Alors qu'il s'éloignait, j'ai remarqué un homme s'approcher de lui, un homme dont le visage m'était familier grâce au dossier de l'affaire, Anthony Visalo, l'associé de la famille Castiglione. Mon pouce est accéléré alors qu'il se serrait chaleureusement la main et se déplaçait vers un coin plus calme de la salle de bal, les têtes penchées en conversation. Je me suis repositionné nonchalamment à portée de voix, faisant semblant d'admirer un arrangement floral. Le projet du front de mer se déroule comme prévu, disait l'oncle 3. La commission d'urbanisme a donné son accord la semaine dernière. Excellent, a répondu Visalo. Nos amis sont satisfaits. La structure de financement est élégante. En parlant de ça, l'oncle 3 a baissé la voix, j'ai entendu des rumeurs sur un intérêt fédéral pour les projets de développement. Rien de spécifique, juste des bruits de couloir. L'expression de Visalo s'est durcie. De votre source? Oui. Ils en sont encore aux premières étapes, mais nous devrions être prudents. J'ai déjà commencé à nettoyer les papiers de Brookline. Homme intelligent, Visalo lui a tapé sur l'épaule. C'est pour ça que vous nous êtes si précieux. Ils se sont éloignés, se fondant dans différents groupes d'invités. Je suis resté figé, digérant ce que j'avais entendu. L'intérêt fédéral ne pouvait signifier que l'enquête dont j'étais au courant. Et la source suggérait que l'oncle 3 avait des informations internes, une fuite dans les forces de l'ordre. Je devais le signaler immédiatement, mais cela révélerait que j'avais recueilli des renseignements lors d'un mariage familial. Avant que je puisse décider comment procéder, ma mère m'a trouvé. Te voilà, ma chérie. Viens dire bonjour à tes tantes. Elle demandait de tes nouvelles. Le reste de la soirée s'est écoulé dans un tourbillon de conversations superficielles et de questions détournées sur ma vie. J'ai maintenu ma couverture de fonctionnaire sans importance, tout en ayant l'esprit qui tournait à plein régime, avec les implications de ce que j'avais entendu. Le lundi suivant, j'ai demandé une autre réunion privée avec la chef Reynolds. J'ai des informations pertinentes pour l'enquête Martinez, ai-je dit en fermant sa porte. J'ai raconté la conversation que j'avais entendue, en prenant soin de la présenter comme une découverte accidentelle lors d'une fonction familiale, plutôt que comme une surveillance intentionnelle. L'expression de Reynolds s'est faite de plus en plus grave. Cela confirme nos soupçons sur une fuite potentielle. Nous avons suivi des schémas d'information inhabituels, mais nous n'avons pas identifié la source. De quoi est exactement soupçonné l'oncle 3, ai-je demandé. Reynolds a hésité, puis a apparemment décidé que j'avais mérité une certaine transparence. L'entreprise de développement de votre oncle semble blanchir de l'argent pour la famille Castiglione. Il achète des propriétés à des prix gonflés, les rénove avec des entreprises de construction contrôlées par la mafia qui surfacturent et reversent des pourcentages, puis vend les propriétés à des sociétés écrans que la famille criminelle contrôle. Et la source interne? C'est notre préoccupation la plus urgente, a dit Reynolds. Si quelqu'un transmet des informations à votre oncle, cela compromet toute l'opération. Nous devons identifier et neutraliser cette fuite avant de poursuivre. Elle m'a étudié, pensive. Cela vous met dans une position exceptionnellement difficile, Bellini. Vous avez bien fait de signaler cette information, mais votre lien de parenté rend votre implication continue problématique. Je comprends, ai-je dit, bien que le conflit me déchire. Pour l'instant, maintenez une séparation complète de l'affaire, mais gardez les yeux et les oreilles ouverts lors de toute fonction familiale. Si vous entendez autre chose, rapportez-le directement à moi. J'ai hoché la tête, acceptant le compromis. Au cours des semaines suivantes, l'enquête s'est accélérée. Bien que non officiellement impliqué, je n'ai pu m'empêcher de remarquer une activité accrue autour de l'affaire, plus de réunions, de nouveaux membres du personnel, des conversations à voix basse qui s'arrêtaient à mon approche. Puis est survenu un développement que je n'avais pas prévu.
Ma mère a appelé un soir, la voix inhabituellement excitée. Ton oncle 3 nous a offert une opportunité d'investissement incroyable, a-t-elle dit. Une participation limitée dans son nouveau projet de front de mer. Il dit que ça va tripler de valeur en 2 ans. Mon sang s'est glacé. Combien demande-t-il? 300 000, a-t-elle dit. On devrait prendre une deuxième hypothèque, mais 3 dit que c'est un rendement garanti. Le projet du front de mer, le même que l'oncle 3 avait discuté avec Visalo au mariage. Mes parents étaient sur le point d'investir leurs économies de retraite dans une opération de blanchiment d'argent. Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit prudemment. Pourquoi pas? Les projets de 3 réussissent toujours. Il offre cette opportunité à la famille d'abord, avant les investisseurs extérieurs. C'est très généreux de sa part. Ça semble juste trop beau pour être vrai, ai-je éludé, incapable de révéler ce que je savais. Peut-être devriez-vous d'abord consulter un conseiller financier indépendant. Ton père a déjà pris rendez-vous avec 3 la semaine prochaine pour signer les papiers, a-t-elle répondu d'un ton dédaigneux. Ne t'inquiète pas tant, Anaï. Ton oncle sait ce qu'il fait. Après avoir raccroché, j'ai fait les 100 pas dans mon appartement, tiraillé entre mes obligations professionnelles et la protection de mes parents. Je ne pouvais pas leur dire la vérité sans compromettre l'enquête, mais je ne pouvais pas non plus les laisser perdre leurs économies. Le lendemain, je me suis plongé dans les dossiers de l'affaire, à la recherche d'une solution. En examinant des documents liés au projet précédent de 3, j'ai découvert quelque chose de troublant, plusieurs membres de la famille, y compris mes parents, avaient investi dans des projets antérieurs. Selon les registres, ces investissements avaient été perdus lorsque les projets avaient échoué, bien que les propriétés aient finalement été développées avec succès. Ce n'était pas seulement le crime organisé que l'oncle 3 escroquait, c'était notre propre famille. En creusant plus profondément, j'ai trouvé un schéma qui s'étendait sur des années. L'oncle 3 avait systématiquement ciblé des membres de la famille pour des investissements dans des entreprises conçues pour échouer, transférant leur argent dans des entreprises rentables qui ne profitaient qu'à lui et à ses associés criminels. Je vérifiais les registres de propriété lorsqu'un document particulier a attiré mon attention. Il faisait référence à une fiducie de fonds d'études, créée pour Anaï Martinez en 1989, l'année de ma naissance. La fiducie avait été liquidée en 2007, l'année où j'ai commencé l'université, les actifs étant transférés à E3 Martinez personnellement, en remboursement de dettes impayées. Mon fonds d'études. L'argent qui aurait dû financer mes études avait été volé par l'oncle 3. Les prêts que mes parents avaient contractés pour mes frais de scolarité n'étaient pas du tout des prêts, ils essayaient de remplacer ce que mon oncle avait pris. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. Mes difficultés scolaires n'avaient pas été aidées par le stress financier de prêts qui n'aurait jamais dû être nécessaire. L'oncle 3 avait directement contribué aux circonstances qui m'avaient conduit à abandonner. Je me suis adossé à ma chaise, une colère froide remplaçant ma confusion antérieure. Il ne s'agissait plus seulement de blanchiment d'argent. C'était personnel. Mon oncle m'avait volé, à moi, à mes parents, à toute notre famille, tout en se positionnant comme le patriarche prospère dont nous devions tous aspirer aux réalisations. Avec une détermination renouvelée, j'ai rassemblé les preuves de la fraude familiale et je les ai apportées à la chef Reynolds. Cela change la donne, a-t-elle convenu après avoir examiné les documents. S'il escroque des membres de sa famille, il pourrait y avoir des accusations supplémentaires que nous pourrions porter. Mes parents sont sur le point d'investir 300 000 $ dans son dernier stratagème, lui ai-je dit. Je dois les arrêter sans compromettre l'enquête plus large. Reynolds a réfléchi. Il est peut-être temps de mettre vos parents dans une confidence limitée. Pas sur toute l'opération, mais assez pour les protéger. Est-ce que c'est permis? En cas de préjudice financier imminent pour des parties innocentes, nous avons une certaine marge de manœuvre, a-t-elle expliqué. Je vais obtenir les autorisations nécessaires. En attendant, voyez si vous pouvez retarder leur réunion avec votre oncle. J'ai appelé mes parents ce soir-là, inventant une urgence qui nécessitait leur aide pendant le week-end, la période où ils avaient prévu de rencontrer l'oncle 3. Mon père a accepté de reporter à la semaine suivante, nous faisant gagner un temps précieux. 2 jours plus tard, avec l'approbation de Reynolds, je me suis préparé à dire à mes parents une version de la vérité qui pourrait les sauver de la ruine financière, sans mettre en danger l'enquête plus large. Ce que je ne savais pas, c'est que des forces étaient déjà en mouvement, qui allaient bientôt amener toute la situation à un point critique et dangereux. J'ai organisé une rencontre avec mes parents, chez eux, un mardi soir, alors que l'oncle 3 serait à sa réunion hebdomadaire du Rotary Club.
La chef Reynolds m'avait autorisé à divulguer des informations limitées, assez pour les empêcher de faire l'investissement, mais pas assez pour compromettre l'enquête. En entrant dans leur allée, j'ai répété mon discours soigneusement préparé. J'expliquerai que je travaillais pour le service des Marshals des États-Unis, que l'oncle 3 faisait l'objet d'une enquête pour irrégularité financière, et qu'il devait retarder tout investissement jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Ma mère a répondu à la porte, la surprise se lisant sur son visage à ma visite inopinée. « Anaï, qu'est-ce que tu fais ici? Tout va bien? Il faut qu'on parle, ai-je dit en entrant. Papa est là. » Elle a hoché la tête, l'inquiétude plissant son front. Dans son bureau. Robert, a-t-elle appelé, Anaï est là. Mon père est sorti de son bureau, des lunettes de lecture perchées sur son nez et une calculatrice à la main. Il travaillait probablement sur les finances de l'investissement, ai-je réalisé avec une pointe de culpabilité pour ce que j'allais révéler. C'est une bonne surprise, a-t-il dit en m'embrassant. Mais tu as l'air sérieuse. Qu'est-ce qui se passe? Asseyons-nous, ai-je suggéré en me dirigeant vers le salon. Une fois installé, j'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous au sujet de mon travail. Mes parents ont échangé des regards inquiets. Je ne travaille pas dans les services administratifs du gouvernement. Je suis adjointe au Marshal des États-Unis. Leurs expressions sont passées de l'inquiétude à la confusion. Un Marshal des États-Unis, a répété mon père. Comme dans les forces de l'ordre? J'ai hoché la tête, sortant de mon sac à main mes accréditations. Je suis dans le service depuis plus de 3 ans. J'utilise le nom de jeune fille de maman professionnellement, Bellini. C'est pourquoi la famille ne le sait pas. Ma mère a pris les accréditations, les examinant avec des yeux écarquillés. Mais pourquoi garder ce secret? C'est incroyable, Anaï. Au début, c'était parce que je voulais faire mes preuves, sans les attentes ou les comparaisons de la famille, ai-je expliqué. Plus tard, c'est devenu nécessaire pour des raisons de sécurité. Mais ce n'est pas pour ça que je vous le dis maintenant. Je me suis penché en avant, choisissant mes prochains mots avec soin. Je travaille sur une affaire sensible, et j'ai appris quelque chose qui vous affecte directement. Vous devez retarder votre investissement avec l'oncle 3. Quoi? Mon père a eu l'air surpris. Qu'est-ce que ton travail a à voir avec le projet de développement de 3? Je ne peux pas vous donner de détails précis, mais il y a des inquiétudes concernant certaines de ces pratiques commerciales. L'investissement n'est pas ce qu'il semble être. Mes parents sont restés assis, silencieux et stupéfaits, essayant de digérer cette collision brutale de mondes. Tu veux dire que 3 enfreint la loi? A finalement demandé ma mère, la voix à peine plus qu'un murmure. Je dis qu'il y a une enquête en cours, et jusqu'à ce qu'elle soit résolue, vous ne devriez pas investir votre argent ni signer de papier, ai-je répondu diplomatiquement. Je ne vous dirai pas ça si ce n'était pas sérieux. L'expression de mon père s'est durcie. Ce n'est pas seulement cet investissement, n'est-ce pas? Il y en a eu d'autres. Le projet de Cambridge en 2016, la rénovation de Souty en 2019. On a perdu plus de 200 000 $ entre les deux. J'ai hoché la tête, sombrement. Ceux-là ont peut-être été structurés de la même manière. Et il y a plus. J'ai hésité avant de continuer. J'ai trouvé les registres de mon fonds d'études, la fiducie que grand-père a créée pour moi à ma naissance. L'oncle 3 l'a liquidé l'année où j'ai commencé l'université, prétendant que c'était le remboursement d'une dette. Quoi? La main de ma mère s'est portée à sa bouche. C'est impossible. Ton grand-père a créé cette fiducie spécifiquement pour que personne d'autre que toi ne puisse y toucher, pour tes frais de scolarité. Le visage de mon père était devenu pâle. On lui a fait confiance pour toutes les finances de la famille après la mort de ton grand-père. Il a dit que la crise du marché avait épuisé les fonds d'études, qu'il ne restait plus rien. Il a menti, ai-je dit simplement. Et il a menti sur bien plus encore. La révélation flottait lourdement dans l'air entre nous, des décennies de dynamique familiale et de structure de pouvoir recontextualisées en un instant. Pas étonnant que tu aies gardé tes distances, a dit doucement ma mère. Toutes ces années où il te rabaissait, et toi, tu étais dehors à protéger les gens, pendant qu'il... Elle s'est interrompue, incapable de terminer sa pensée. Et maintenant, a demandé mon père, la voix plus stable que je ne l'attendais. Maintenant, vous annulez votre rendez-vous avec lui. S'il demande pourquoi, dites que vous avez décidé de consulter d'abord un conseiller financier indépendant. Ne mentionnez rien d'une enquête ou de mon vrai travail.
Ils ont hoché la tête, toujours en train de digérer. Il y a une dernière chose, ai-je poursuivi. Le service des Marshals des États-Unis aimerait votre aide. Notre aide, mon père a semblé surpris. Comment? Nous avons besoin de preuves sur le fonctionnement de ces sollicitations d'investissement. Avec votre consentement, nous aimerions que vous vous rendiez à la réunion initiale, mais en portant des appareils d'enregistrement. Vous ne seriez en aucun danger. Nous aurions des agents à proximité, à tout moment. Mes parents ont échangé des regards, ayant une de ces conversations silencieuses que les couples mariés de longue date perfectionnent au fil des décennies. S'il a volé notre fille, nous, la famille, a commencé mon père. On le fera, a terminé fermement ma mère. Au cours des 2 jours suivants, nous avons planifié l'opération avec un soin méticuleux. Mes parents rencontreraient l'oncle 3 à son bureau, portant des appareils d'enregistrement dissimulés. Ils exprimeraient leur enthousiasme pour l'opportunité d'investissement et poseraient des questions détaillées, qui pourraient susciter des réponses incriminantes. La chef Reynolds a elle-même supervisé les préparatifs. Vos parents sont des civils, Bellini, m'a-t-elle rappelé. Leur sécurité est la priorité. Au premier signe de problème, on les extrait. Compris. Absolument, ai-je convenu. Le jour de l'opération est arrivé. J'ai observé depuis une camionnette de surveillance, garée de l'autre côté de la rue, mes parents entrer dans la tour de verre étincelante qui abritait 3 Martinez Développement. Bien qu'ils n'aient aucune formation formelle, ils se sont comportés avec un sang-froid remarquable. Grâce à leur microphone caché, nous avons écouté leur escorte jusqu'au bureau d'angle de l'oncle 3, avec ses vues panoramiques sur le port de Boston. Robert, Maria, ravi de vous voir, la voix de l'oncle 3 est parvenue clairement. J'ai tous les papiers prêts. Ce projet de front de mer va transformer les finances de toute la famille. Nous sommes très excités, a répondu ma mère, sa voix ne trahissant aucune trace de nos conversations. Mais nous avons quelques questions sur la structure de l'investissement. Bien sûr, a-t-il répondu en douceur. C'est un arrangement de société en commandite. Vos 300 000 $ vous donnent une participation de 2% dans le développement global, avec des rendements prévus de 12 à 15% par an. Ça a l'air impressionnant, a dit mon père. Comment ça se compare à vos autres projets d'investissement familiaux? Celui de Cambridge, par exemple? Une légère pause. Eh bien, malheureusement, tous les projets ne réussissent pas. Le développement comporte toujours des risques. Mais celui-ci est aussi proche de la garantie qu'on peut l'être. À cause de vos arrangements spéciaux avec les entrepreneurs, a demandé innocemment ma mère. Une autre pause, plus longue cette fois. Que voulez-vous dire par arrangements spéciaux? Juste que vous devez avoir d'excellentes relations avec vos partenaires de construction pour garantir de tels rendements, a-t-elle clarifié en douceur. Ah, oui, absolument. Des années de collaboration créent des efficacités. La conversation s'est poursuivie, mes parents obtenant avec expertise des détails sur les structures de financement et les protections des investisseurs, qui ont confirmé nos soupçons sur la nature frauduleuse de l'offre. Puis, de manière inattendue, la porte du bureau de l'oncle 3 s'est ouverte. Par le biais de la liaison audio, j'ai entendu une nouvelle voix, une que j'ai immédiatement reconnue, l'agent spécial Dawson du FBI, l'un des agents censés travailler avec notre unité spéciale sur l'enquête. Désolé de vous interrompre, 3, a dit Dawson nonchalamment. Je ne savais pas que vous aviez une réunion. Pas de problème, Paul. Voici mon frère et ma belle-sœur. Paul est du bureau, un de mes copains de golf, a expliqué l'oncle 3 à mes parents. Mon sang s'est glacé. Dawson était la taupe, la source interne qui transmettait des informations à mon oncle. Et maintenant, il était dans la pièce avec mes parents. Enchanté de vous rencontrer, a dit Dawson, son ton amical, mais ses mots portant une menace subtile que seul moi pouvais reconnaître. 3. Puis-je te parler en privé un instant? C'est à propos de cette affaire sensible dont nous avons discuté. Bien sûr. Robert, Maria, pourriez-vous sortir quelques minutes? Servez-vous un café à la réception. Alors que mes parents quittaient la pièce, notre liaison audio a capté le début d'une conversation à voix basse. Ils sont sur écoute, a dit Dawson avec urgence. C'est un coup monté. Quoi? C'est impossible. C'est ma famille, a protesté l'oncle 3. Crois-moi. Je viens d'avoir l'info de ma source chez les Marshals. Leur fille? Ce n'est pas une simple employée de bureau. C'est une adjointe aux Marshals qui travaille sur l'affaire contre toi.
J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing à l'estomac. Il y avait une autre fuite. Quelqu'un dans notre bureau m'avait exposé, ainsi que l'opération. Mes parents étaient maintenant en danger immédiat. Chef, ai-je dit avec urgence à Reynolds, qui était assise à côté de moi dans la camionnette de surveillance, il faut les faire sortir de là, maintenant. Elle donnait déjà des ordres dans sa radio. Toutes les unités, en position. Cible compromise. Extrayez les civils immédiatement. Mais il était trop tard. La liaison audio des appareils de mes parents s'est coupée, en pleine phrase, alors qu'ils attendaient à la réception. Il brouille les signaux, a réalisé Reynolds. Allez, allez, allez. J'étais sorti de la camionnette avant même qu'elle ait fini de parler, dégainant mon arme de service alors que je me précipitais vers le bâtiment. Les minutes suivantes ont été un tourbillon de mouvements tactiques, d'insignes brandis et d'employés de bureaux terrifiés, alors que notre équipe prenait d'assaut le bâtiment. Quand nous avons atteint l'étage de la direction, la réception était vide. Aucune trace de mes parents. La porte du bureau de l'oncle 3 était verrouillée. Marshal des États-Unis, a crié Reynolds. Ouvrez la porte. Silence. Un de nos officiers tactiques s'est avancé avec un bélier. La porte a éclaté au premier coup, révélant un bureau vide. Un ascenseur privé dans le coin était ouvert, son indicateur montrant qu'il était récemment descendu au parking. Il les déplace, ai-je réalisé à voix haute. Parking souterrain. Notre équipe s'est précipitée vers les ascenseurs principaux et les escaliers, mais je savais que nous serions trop tard. L'oncle 3 aurait des plans de secours, des voies d'évacuation, une sécurité privée. La prise de conscience que j'avais mis mes parents dans ce danger m'a rendu physiquement malade, mais j'ai repoussé ce sentiment. C'était le moment d'agir, pas de culpabiliser. Alors que nous descendions au sous-sol, mon téléphone a vibré avec un texto entrant d'un numéro inconnu, nous avons tes parents. La déception de la famille devrait savoir qu'on ne trahit pas le sang. Si tu veux les revoir vivants, viens seul à l'entrepôt de Charleston. Tu as 1 heure. L'entrepôt de Charleston. Il ne pouvait s'agir que de l'installation de transport abandonnée près du chantier naval, que l'entreprise de Troyes avait acheté pour un futur développement 3 ans plus tôt. Je l'ai reconnu grâce au registre de propriété que j'avais consulté pendant l'enquête. Ils ont emmené mes parents à l'entrepôt de Charleston, ai-je dit à Reynolds en lui montrant le texto. Ils veulent que j'y aille seul. Absolument pas, a-t-elle répondu immédiatement. C'est clairement un piège. On va mobiliser des équipes tactiques, se coordonner avec la police de Boston, créer un périmètre. Ça prendra trop de temps, ai-je interrompu. Ils m'ont donné 1 heure, et ils ont peur. S'ils voient une présence policière, mes parents sont en danger immédiat. Tu n'iras pas seul, Bellini. Ça n'arrivera pas, alors donnez-moi une petite équipe. 2 agents, pas de véhicule banalisé. On peut y être en 15 minutes, évaluer la situation, et appeler des renforts si nécessaire. Reynolds a hésité, pesant les options. Prenez Matthews et Rodriguez. Tous deux sont d'anciens des forces spéciales. Véhicule banalisé, équipement minimal. Vous observez seulement jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est clair? Limpide, ai-je convenu, bien que nous sachions toutes les deux que je ferai tout ce qui est nécessaire pour sauver mes parents. Nous avons agi rapidement, enfilant notre équipement tactique dans la camionnette. Pendant que Matthews conduisait vers Charleston, j'ai vérifié mon arme de poing, j'ai sécurisé mon gilet, et j'ai testé mon équipement de communication. Quel est ton plan? A demandé Rodriguez alors que nous approchions du quartier des entrepôts. Je prendrai le premier contact, pendant que vous deux trouverez des positions avec une vue sur l'entrée principale et le quai de chargement. Si mes parents sont visibles et que la situation le permet, on les extrait immédiatement. Sinon, on attend les renforts. Ce n'était pas un grand plan, mais c'était tout ce que nous avions. Alors que nous approchions de l'endroit, Matthews a éteint les phares et s'est engagé sur une voie de service derrière un bâtiment adjacent. Vérification des communications, ai-je dit en ajustant mon oreillette. Claire, a confirmé Matthews. Claire, a fait écho Rodriguez. N'oubliez pas, observation seulement jusqu'à l'arrivée des renforts, leur ai-je rappelé, sachant, même en le disant, que les circonstances pourraient forcer une approche différente. L'entrepôt se dressait devant nous, une structure en béton massive, avec des fenêtres brisées et des murs couverts de graffitis. Une seule lumière brillait, de ce qui semblait être une zone de bureau au 2e étage.
Un SUV noir aux vitres teintées était garé près du quai de chargement. Le véhicule de l'oncle 3, ai-je reconnu. Je compte 2 gardes à l'entrée principale, un au quai de chargement, a rapporté Matthews en balayant le périmètre avec des jumelles de vision nocturne. Probablement plus à l'intérieur. J'ai hoché la tête, formulant une stratégie. Matthews, maintenez votre position avec une vue sur l'entrée principale. Rodriguez, déplacez-vous du côté près de l'escalier de secours. Je vais approcher de face. Bellini, a commencé à objecter Matthews. Je dois établir le contact, les jeux coupés. Ils m'attendent. Une fois que j'aurai confirmé l'emplacement et l'état de mes parents, on réévaluera. Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, je me suis dirigé vers l'entrepôt, en restant dans l'ombre jusqu'à ce que j'atteigne l'entrée principale. Les gardes, tous 2 en costume malgré leur tardive et le cadre industriel, m'ont immédiatement repéré. Adjointe au marshal Bellini, je présume, a dit l'un d'eux avec un sourire narquois. J'ai gardé une expression neutre. Je suis ici pour voir 3 Martinez. Les bras en l'air, retournez-vous, a ordonné l'autre. On doit vous vérifier pour les micros. J'ai obéi, les laissant me fouiller et confisquer mon arme de service et mon téléphone. Ils avaient manqué mon pistolet de cheville de secours, une erreur de débutant qui pourrait s'avérer utile plus tard. Elle est clean, a annoncé le premier garde. Montez là. Ils m'ont escorté à travers le rez-de-chaussée caverneux de l'entrepôt, passant devant des conteneurs d'expédition empilés et du matériel de construction, jusqu'à un monte-charge. Nous sommes montés au 2e étage, où ils m'ont conduite à ce qui avait été autrefois le bureau du directeur de l'installation. L'oncle 3 était assis derrière un bureau en métal, l'air étrangement calme dans son costume sur mesure. L'agent Dawson se tenait à côté de lui, ses accréditations du FBI toujours visibles à sa ceinture, malgré sa trahison évidente. Mes parents étaient assis sur des chaises pliantes contre le mur, effrayés, mais apparemment indemnes. Anaï, a crié ma mère en me voyant. Tout va bien, maman, l'ai-je rassurée, en essayant de projeter une confiance que je ne ressentais pas entièrement. Tout va bien se passer. La nièce prodigue est de retour, a dit l'oncle 3, sa voix portant le même ton condescendant que j'avais entendu toute ma vie, bien que maintenant il fût teinté de quelque chose de plus dur. Où devrais-je dire, l'adjointe au marshal Bellini? Tu as gardé des secrets à la famille. Où je travaille, c'est mon affaire, ai-je répondu calmement. Laissez partir mes parents. Ils n'ont rien à voir avec ça. L'oncle 3 a ri, un rire sans humour. Au contraire. Ils ont accepté de porter des micros pour recueillir des preuves contre moi. Ça les implique pas mal. Ils protégeaient leurs économies de votre stratagème, ai-je rétorqué. Tout comme vous avez volé mon fonds d'études et leurs investissements précédents. J'ai réaffecté les ressources familiales à des entreprises plus prometteuses, a-t-il corrigé. Quelqu'un avec votre sens des affaires limité ne comprendrait pas les complexités. Je comprends parfaitement la fraude et le blanchiment d'argent, ai-je dit froidement. Et un jury le comprendra aussi. L'agent Dawson s'est avancé. Il n'y aura pas de jury, adjointe. Vous êtes entré dans une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Vos renforts sont trop loin pour vous aider. Et le temps qu'ils arrivent, nous serons partis, et ce bâtiment ne sera que cendre. Mon père s'est redressé sur sa chaise. 3, c'est de la folie. Nous sommes de la même famille. La famille ne trahit pas la famille, a sèchement ordonné l'oncle 3. Vous avez choisi son camp. La déception. La décrocheuse. L'officier fédéral, ai-je corrigé. Et vous vous trompez au sujet des renforts. Mon équipe est déjà en position. Dawson a souri narquoisement. Le bluff ne vous aidera pas. Nous avons surveillé toutes les chaînes des forces de l'ordre. La force d'intervention principale est encore à 15 minutes au minimum. Il avait raison au sujet de la force principale, mais pas au sujet de Matthews et Rodriguez. Par mon oreillette, j'ai entendu Matthews chuchoter, en position à la fenêtre. Rodriguez a neutralisé le garde du quai de chargement. Nous avons une ligne de tir claire sur les 2 cibles. Je devais les faire parler. Alors, quel est votre plan? Tuer des officiers fédéraux et fuir le pays? Vous n'irez pas loin. Mon plan, a dit l'oncle 3 en se levant et en se dirigeant vers un ordinateur portable sur le bureau, est de faire passer ça pour un malheureux accident, lors d'une opération d'infiltration qui a mal tourné. Fuite de gaz, étincelle électrique. Tragique, mais pas suspect.
Il a tourné l'ordinateur portable pour montrer un compte à rebours, 8 minutes restantes, sur ce qui était clairement un détonateur pour des explosifs. Pendant ce temps, avec l'aide de l'agent Dawson, je serai dans mon jet privé, en route pour un pays sans traité d'extradition, avant que quiconque ne se rende compte de ce qui s'est passé. Et votre source au bureau des Marshals, ai-je demandé, pour gagner du temps. Celui qui m'a démasqué. Une police d'assurance, a répondu Dawson avec suffisance. Assez haut dans votre chaîne de commandement pour détourner toute enquête qui s'approcherait de trop près. Cette révélation a été un coup dur. Quelqu'un de haut placé dans notre bureau, peut-être même avec une autorité directe sur notre équipe, était compromis. Chef Reynolds? Ai-je demandé en redoutant la réponse. Dawson a ri. Vous pensez qu'on vous le dirait? De toute façon, ça n'a plus d'importance maintenant. Le compte à rebours sur l'ordinateur portable est passé à 7 minutes. Je devais agir. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, 3, ai-je dit avec plus de confiance que je n'en ressentais. Les preuves ne disparaissent pas si je disparais. L'unité spéciale a tout, tes opérations de blanchiment, la fraude familiale, tout. Le sang-froid de l'oncle 3 a légèrement vacillé. Quelle unité spéciale? Dawson m'a assuré que l'enquête était préliminaire, qu'elle ne faisait que commencer. Il a menti, ai-je dit simplement. On monte un dossier depuis des mois. Relevé financier, surveillance, témoins coopérants. Ton projet de front de mer est compromis depuis le premier jour. Dawson s'est agité, mal à l'aise. Elle bluffe. Mes sources l'auraient su. Tes sources ne sont pas aussi bien informées que tu le pensais, ai-je insisté, voyant le doute s'insinuer dans l'expression de mon oncle. La famille Castiglione coupe déjà les ponts. Ils n'apprécient pas l'attention fédérale que tu leur as attirée. Cela a touché une corde sensible. L'oncle 3 s'est tourné vers Dawson, suspicieux maintenant. Tu as dit qu'ils étaient protégés, que tu avais tout sous contrôle. C'est le cas, a insisté Dawson, mais sa confiance vacillait. Par mon oreillette, Matthews a chuchoté, équipe d'intervention principale à 6 minutes. Les pompiers alertés de possibles explosifs. Je devais les garder distraits et divisés. Est-ce que Dawson t'a dit qu'il écrémait tes paiements, créant ses propres comptes offshore? C'est un mensonge, a dit Dawson avec colère. Mais l'oncle 3 affichait déjà des écrans sur son ordinateur portable. Quel compte au Caïman? A-t-il exigé? Numéro de compte se terminant par 4397. Le visage de Dawson l'a trahi avant qu'il ne puisse répondre. Pendant qu'ils se disputaient, j'ai croisé le regard de mon père et j'ai subtilement fait un signe de tête vers la porte. Il a compris, aidant lentement ma mère à se lever pendant que les deux hommes étaient distraits. Matthews, Rodriguez, mes parents se dirigent vers la porte, ai-je murmuré, sachant que mon oreillette le capterait. Couvrez leur sortie. Le compte à rebours affichait 5 minutes. Il faut qu'on parte maintenant, disait Dawson à l'oncle 3. Oublie-les. Les charges sont posées. Pas avant d'avoir vérifié ces transferts, a insisté l'oncle 3. Si tu m'as volé. Dawson a dégainé son arme. On n'a pas le temps pour ça. On s'en va. La distraction était tout ce dont j'avais besoin. Alors que l'oncle 3 et Dawson se faisaient face, j'ai agi rapidement, poussant mes parents vers la porte tout en sortant simultanément mon arme de secours de mon holster de cheville. Agent fédéral, lâchez votre arme, ai-je ordonné en visant Dawson. Tout s'est passé en même temps. Mes parents se sont enfuis par la porte. Dawson a tourné son arme vers moi. L'oncle 3 s'est jeté sur l'ordinateur portable. La fenêtre a volé en éclats alors que Matthews a tiré un coup de précision, touchant Dawson à l'épaule et le projetant au sol. L'oncle 3 a attrapé l'ordinateur portable et a reculé vers une porte latérale, le compte à rebours du détonateur affichant maintenant 4 minutes. C'est trop tard, Anaï. Personne ne peut l'arrêter maintenant. Le bâtiment est piégé pour exploser. J'ai crié dans mon oreillette, toutes les unités, évacuées. 4 minutes. J'ai gardé mon arme pointée sur Dawson, qui se tenait l'épaule ensanglantée. Ne bougez pas, ton oncle s'échappe, a-t-il haleté de douleur. Laisse-le courir, ai-je répondu froidement. Il n'ira pas loin. Rodriguez est apparu à l'entrée. Vos parents sont en sécurité. Les démineurs sont à 3 minutes, mais ils n'arriveront pas à temps. Sortez Dawson, ai-je ordonné. Je trouverai la charge principale. Bellini, non,
c'est un ordre. Je connais ce bâtiment grâce au registre de propriété. Le pilier de soutien au rez-de-chaussée est l'emplacement le plus probable. Rodriguez a hésité, puis a hoché la tête, tirant Dawson sur ses pieds. 2 minutes et demie. Ne prends pas trop de risques. Alors qu'il se dépêchait de sortir, j'ai dévalé l'ascenseur de service jusqu'au rez-de-chaussée, à la recherche du pilier de soutien central que j'avais noté sur les plans du bâtiment pendant l'enquête. L'entrepôt était conçu avec un pilier porteur principal qui, s'il était compromis, ferait s'effondrer toute la structure. Je l'ai repéré près du centre de l'étage, un pilier en béton enveloppé de ce qui semblait être du plastique industriel. En arrachant le revêtement, j'ai découvert un engin explosif sophistiqué, avec son propre affichage de minuterie, 2 minutes, 15 secondes. Ma formation en explosif avait été basique, suffisante pour reconnaître, mais pas nécessairement pour désarmer des engins complexes. Celui-ci avait plusieurs fils, une source d'alimentation de secours, et ce qui ressemblait à des mesures anti-sabotage. Un faux mouvement pourrait déclencher une détonation immédiate. Dehors, j'ai entendu des sirènes approcher. Dans mon oreillette, Reynolds ordonnait à tout le personnel de maintenir un périmètre de sécurité. Personne ne viendrait m'aider. C'était à moi de jouer. 1 minute, 40 secondes. J'ai examiné l'engin de plus près. La minuterie principale était connectée à une capsule de détonateur, qui déclencherait l'explosif principal. Si je pouvais séparer les deux sans déclencher les mesures anti-sabotage. 1 minute, 15 secondes. En respirant profondément, j'ai soigneusement retiré le boîtier extérieur pour exposer le câblage interne. Rouge, bleu, jaune, vert. Lequel contrôlait la connexion entre la minuterie et le détonateur? Ma formation indiquait que le bleu était généralement le fil sûr à couper dans les explosifs commerciaux, mais c'était un engin sur mesure. 50 secondes. J'ai suivi chaque fil jusqu'à son point de connexion. Le fil jaune allait de la minuterie à la capsule du détonateur. Le rouge était connecté à ce qui semblait être le mécanisme anti-sabotage. Le bleu et le vert étaient plus difficiles à identifier dans la pénombre. 30 secondes. Une décision devait être prise. Je n'avais pas le temps de douter. Suivant mes instincts et ma formation, j'ai soigneusement isolé le fil jaune. 20 secondes. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fait une prière silencieuse, et j'ai coupé le fil jaune. La minuterie s'est arrêtée à 18 secondes. L'appareil est resté inactif. Un instant, je n'ai pas pu bouger, l'adrénaline et le soulagement inondant mon système à parts égales. Puis je courais, sprintant vers la sortie alors que les équipes de renfort établissaient un périmètre à l'extérieur. Explosif désarmé, ai-je crié dans mon oreillette en franchissant les portes principales. Répétez, l'engin est neutralisé. La scène à l'extérieur était un chaos contrôlé, véhicules de police, camions de pompiers, ambulances et équipes tactiques sécurisant la zone. Mes parents étaient assis à l'arrière d'une ambulance, examinés par des ambulanciers. Quand ils m'ont vu, ils se sont précipités, m'enveloppant dans des étreintes désespérées. On pensait que... Ma mère n'a pas pu terminer sa phrase, des larmes coulant sur son visage. Je vais bien, les ai-je rassurés. On va tous bien. La chef Reynolds s'est approchée, son expression un mélange de soulagement et d'exaspération. C'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que j'ai jamais vue, Bellini. Peut-être un peu des deux, ai-je admis. Votre oncle est en garde à vue, m'a-t-elle informé. Il a essayé de rejoindre sa voiture, mais il est tombé directement sur l'équipe tactique qui mettait en place le périmètre. Dawson est transporté à l'hôpital sous bonne garde. Il a mentionné une source au placé dans notre bureau, lui ai-je dit doucement. Reynolds a hoché la tête, sombrement. On les trouvera. Pour l'instant, mettons-vous, vous et vos parents, en sécurité. Il va y avoir beaucoup de débriefing et de paperasse. Alors que nous nous dirigions vers un véhicule qui attendait, j'ai réalisé que quelque chose de profond avait changé. Pour la première fois de ma vie, je me sentais pleinement vu par ma famille, non pas comme une déception ou une décrocheuse, mais comme qui j'étais vraiment. L'ironie ne m'a pas échappé, il avait fallu cette crise pour que cette reconnaissance se produise. Les semaines suivantes apporteraient des enquêtes, des interrogatoires, et finalement un procès fédéral où j'affronterais mon oncle une dernière fois. Mais à ce moment-là, avec mes parents en sécurité à mes côtés et le danger immédiat neutralisé, je me suis permis un moment de triomphe tranquille. La décrocheuse de la famille venait de sauver la situation, et rien ne serait plus jamais pareil.
3 mois plus tard, je me tenais dans le couloir en marbre du palais de justice fédéral, ajustant mon uniforme de cérémonie une dernière fois avant d'entrer dans la salle d'audience. En tant qu'enquêtrice principale et témoin clé dans l'affaire contre 3 Martinez et ses associés, mon témoignage serait crucial pour le dossier de l'accusation. Mes parents étaient assis au premier rang de la galerie, ma mère serrant nerveusement la main de mon père. Derrière eux, des rangées de membres de la famille, tantes, oncles, cousins, dont beaucoup avaient perdu de l'argent dans les stratagèmes de l'oncle 3 au fil des ans. Ils avaient été choqués d'apprendre ces crimes, mais peut-être encore plus choqués de découvrir ma véritable profession. L'enquête interne avait identifié le directeur adjoint Hargrove comme la source de Dawson au sein du service des Marshals. Les 2 hommes avaient accepté de coopérer en échange de peines réduites, fournissant des preuves contre l'oncle 3 et la famille criminelle Castiglione. La chef Reynolds se tenait à la table de l'accusation, examinant des documents avec le procureur fédéral. Elle a croisé mon regard et m'a fait un signe de tête rassurant. Après l'incident de l'entrepôt, elle m'avait recommandé pour une mention élogieuse et une promotion. Vous avez enfreint le protocole, m'avait-elle dit en privé, mais vous avez sauvé des vies et fait preuve d'un jugement exceptionnel sous la pression. C'est ce qui fait un grand marshal. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et l'huissier a escorté l'oncle 3. Il portait une combinaison orange au lieu de son costume sur mesure habituel, ses poignets et ses chevilles enchaînées. Nos regards se sont brièvement croisés alors qu'il se traînait jusqu'à la table de la défense. Là où j'aurais pu voir autrefois de la condescendance ou du mépris, je ne voyais maintenant que de la défaite et peut-être une lueur de regret. Son avocat de la défense, un ancien procureur devenu défenseur hors de prix de criminels en col blanc, avait déjà indiqué qu'il cherchait un accord de plaidoyer. Les preuves étaient trop accablantes, la liste des témoins trop crédible. Même l'oncle 3 reconnaissait qu'une retraite stratégique était la seule option. « Levez-vous » a appelé l'huissier alors que le juge Hammersmith entrait dans la salle d'audience. Après les formalités, le procureur fédéral s'est levé. « Votre honneur, dans l'affaire États-Unis contre 3 Martinez, nous avons conclu un accord de plaidoyer avec l'accusé. Monsieur Martinez a accepté de plaider coupable de 37 chefs d'accusation, notamment de racket, de blanchiment d'argent, de fraude électronique et de complot. Il renoncera à tous les biens provenant d'activités criminelles et témoignera contre des membres de l'organisation Castiglione. » Le juge a examiné attentivement l'accord. « Et la recommandation de peine du gouvernement ? 20 ans, votre honneur, avec la possibilité d'une réduction à 15 ans, en fonction de la valeur de la coopération de l'accusé. » Le juge Hammersmith s'est tourné vers l'oncle 3. « Monsieur Martinez, comprenez-vous les termes de cet accord et plaidez-vous volontairement ?» L'oncle 3 s'est levé lentement. « Oui, votre honneur. » « Très bien. La Cour accepte l'accord de plaidoyer. » Avant de passer à la sentence, il y a des déclarations de victimes à entendre. Le premier témoin sera l'adjointe au marshal des États-Unis, Anaï Bellini. Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais de la barre des témoins. Le procureur a souri avec encouragement. « Adjointe au marshal Bellini, veuillez indiquer votre lien de parenté avec l'accusé, pour le dossier. 3 Martinez est mon oncle. Je suis la fille de son frère, Robert Martinez. Et à quel titre comparaissez-vous aujourd'hui ? À la fois en tant qu'officier de police impliqué dans l'enquête, et en tant que victime des crimes financiers de l'accusé. » Le procureur a hoché la tête. La Cour appelle l'adjointe au marshal des États-Unis, Bellini. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Du coin de l'œil, j'ai vu le visage de l'oncle 3 devenir blanc, alors que toute la réalité de la situation semblait le frapper pour la première fois. Sa nièce, la décrocheuse universitaire, la déception de la famille, était maintenant une officier fédérale respectée, dont le témoignage contribuerait à l'envoyer en prison. J'ai prêté serment et j'ai commencé mon témoignage, détaillant l'enquête, les preuves recueillies, et l'impact des crimes de l'oncle 3 sur ses cibles criminelles et les membres de notre famille. J'ai parlé du fonds d'études qu'il avait volé, des investissements qu'il avait détournés, de la confiance qu'il avait trahie. Adjointe au marshal Bellini, a demandé le procureur, comment les actions de l'accusé vous ont-elles affecté personnellement ? J'ai fait une pause, rassemblant mes pensées. Son vol de mon fonds d'études a contribué à des difficultés financières qui m'ont finalement conduite à quitter l'université avant d'obtenir mon diplôme. Pendant des années, j'ai porté le poids de cet échec perçu, croyant que je n'étais pas à la hauteur des attentes de la famille. J'ai regardé directement l'oncle 3 pour la première fois. Mais cet échec est devenu la plus grande bénédiction de ma vie. Il m'a forcé à trouver mon propre chemin, à découvrir des forces que je ne savais pas que j'avais.
Bien que je condamne ses actions et le mal qu'il a causé à tant de gens, je ne peux pas regretter le voyage que ses actions m'ont fait entreprendre. L'oncle 3 n'a pas pu soutenir mon regard. Il a baissé les yeux sur ses mains, les épaules affaissées dans une posture que je ne lui avais jamais vue. Après avoir fini de témoigner, d'autres membres de la famille ont parlé. Tante Diane a décrit comment l'oncle 3 l'avait convaincu d'investir son héritage dans un projet qui a mystérieusement échoué, pendant qu'il en profitait. Le cousin Jason a détaillé le stratagème d'investissement qui lui avait coûté ses économies pour l'école de médecine. Un par un, les membres de la famille qui l'avaient trahi se sont levés et ont dit leur vérité. Quand tous les témoignages ont été terminés, le juge Hammersmith s'est adressé directement à l'oncle 3. Monsieur Martinez, vos crimes n'étaient pas seulement des violations de la loi, mais des violations de la confiance. Vous avez profité de ceux qui vous aimaient et vous respectaient, en utilisant les liens familiaux pour faciliter la fraude. Il n'y a pas de plus grande trahison. Elle l'a condamné à la peine maximale de 20 ans, sans possibilité de libération anticipée, quelle que soit sa coopération. Alors que l'huissier l'emmenait, l'oncle 3 s'est arrêté à côté de moi. Je me suis trompé sur toi, Anaï, a-t-il dit doucement. Tu n'as jamais été la déception de la famille. Je sais, ai-je simplement répondu. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes se sont rassemblés autour de la chef Reynolds et de l'équipe de l'accusation. Je me suis tenu à l'écart avec mes parents, pouvant enfin respirer librement maintenant que justice avait été rendue. Tu sais à quoi je n'arrête pas de penser, a dit ma mère en me serrant la main. À ce jour affreux, à l'anniversaire de ton grand-père, quand 3 t'a humilié près de la table des desserts. Si seulement on avait su alors, où chacun de vous finirait aujourd'hui. Mon père a secoué la tête. J'aurais aimé qu'on te défende plus fermement à l'époque. On a laissé son succès nous aveugler sur ce qui compte vraiment. Ce n'est rien, les ai-je rassurés. Tout s'est passé exactement comme il le fallait pour que je devienne qui je suis. Le week-end suivant, la famille élargie s'est réunie chez mes parents. Non pas pour une fête ou une célébration, mais simplement pour se retrouver après le tumulte du procès. Les cousins qui m'avaient autrefois méprisé me posaient maintenant des questions sur mon travail, avec un intérêt sincère. Les tantes et les oncles qui avaient chuchoté sur mon échec parlaient maintenant de mon courage et de mon dévouement. Tara, ma cousine autrefois parfaite, s'est assise à côté de moi sur la balançoire du porche. J'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, a-t-elle avoué. Des écoles prestigieuses, une carrière respectable, un mariage approprié. Mais en te regardant ces derniers mois, j'ai réalisé que je n'ai jamais pris un seul risque, ni suivi mes propres instincts. Il n'est jamais trop tard, lui ai-je dit. Le chemin n'a pas autant d'importance que le courage de le parcourir avec authenticité. 6 mois plus tard, j'ai reçu ma promotion officielle au poste d'adjointe superviseur au Marshal des États-Unis, prenant la tête d'une unité spéciale axée sur les crimes financiers. Ma famille a assisté à la cérémonie, rayonnante de fierté, alors que la chef Reynolds épinglait le nouvel insigne sur mon uniforme. L'adjointe au Marshal Bellini représente les plus belles qualités du service des Marshals des États-Unis, a-t-elle annoncé à la foule rassemblée. L'intégrité, la persévérance, et un courage inébranlable face au danger. Ces actions récentes dans l'affaire Martinez illustrent le dévouement à la justice qui a défini le service des Marshals depuis 1789. Alors que les applaudissements remplissaient la pièce, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait mené ici. D'étudiante en difficulté à décrocheuse universitaire, puis à officier fédéral respecté, un chemin que je n'aurais jamais pu imaginer pour moi-même. Les jugements et les attentes qui m'avaient autrefois défini étaient devenus sans importance, face à la découverte de ma véritable vocation. Le succès, ai-je réalisé, ne se mesure pas en diplôme, en titre, ou en approbation familiale. Il se trouve dans le courage de suivre son propre chemin, même quand les autres ne voient pas encore où il mène. C'est avoir la force de définir la réussite selon ses propres termes, plutôt que d'accepter les définitions étroites des autres. Parfois, les moments que nous considérons comme nos plus grands échecs deviennent les portes d'entrée inattendues vers nos succès les plus authentiques. Et parfois, les gens qui nous sous-estiment nous offrent le plus beau cadeau de tous, la liberté de les surprendre, et, ce faisant, de découvrir toute la mesure de nos propres capacités. Ce que je voyais autrefois comme ma plus grande honte, quitter l'université sans diplôme, m'avait finalement conduite à l'endroit où j'étais toujours censé être. Non pas malgré mes différences, mais grâce à elles. Les qualités mêmes qui avaient rendu l'éducation traditionnelle difficile m'avaient rendu exceptionnel dans le domaine que j'avais choisi. Alors laissez-moi vous demander, quel échec dans votre vie pourrait en fait vous rediriger vers votre véritable chemin?
Quel jugement des autres pourriez-vous porter, qui ne vous appartient pas vraiment? Parfois, nos plus grandes forces se cachent dans l'ombre de ce que les autres ont qualifié de nos faiblesses. Si vous avez trouvé l'inspiration dans mon parcours, de la déception familiale à l'adjointe au Marshal des États-Unis, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de triomphe inattendus. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que son chemin n'a pas besoin de ressembler à celui de tout le monde pour être précieux et digne. Et commentez ci-dessous avec votre propre histoire d'un revers qui vous a finalement mené quelque part de mieux que ce que vous aviez prévu. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas que ce sont souvent les détours inattendus qui nous mènent exactement là où nous sommes censés être.